Bonsoir et bienvenue dans notre bulletin astronomique de l'almanach des faits célestes pour la période du 7 au 13 juillet 2022. Donc bonsoir Christophe, en direct d'Arcachon. Bonsoir. Il nous envoie l'air marin. Presque en face. Ouais, Ouais. génial. Donc nous allons d'abord parler des événements astronomiques de cette semaine. Donc, c'est la deuxième phase de la première lune d'été du premier quartier. Le 7 juillet à 4h13, à la pleine lune, le 13 juillet à 20h37. Donc, une pleine lune qui s'annonce pour le 14 juillet. Et c'est la pleine lune la plus 13. grosse. Oui, mais Le qui 13. annonce, ouais, mais c'est dans la nuit du 13 au 14 déjà qu'on va la voir. Hein. Ensuite, elle est conjointe à Pluton 2 heures après, à 2 heures du matin à peu près. Donc, c'est une pleine lune qu'on va considérer tout à l'heure dans le commentaire astrologique, bien sûr. Là, il faut savoir qu'elle est au périgée, c'est la plus proche, elle est encore plus près de son périgée que la précédente pleine lune. On avait dit la précédente, celle du 14 juin, je crois, c'était le 14. C'était une super pleine lune. Enfin, il y en a qui appellent ça une super pleine lune parce qu'elle est particulièrement grosse, parce qu'elle est proche de son périgée, mais elle est encore un peu plus proche de son périgée, et en plus, le périgée est encore un peu plus proche que le précédent. En ce moment, les périgées sont de plus en plus proches, en plus, les périgées de la Lune. Donc, voilà, donc c'est vraiment la plus grosse pleine lune de l'année, celle-ci, et elle tombe quand même, on peut le dire, pour le 14 juillet, vu qu'elle a lieu à 20h37. Donc, on va la voir se lever. Bon, allez, allons sur Stellarium. Je vais d'abord, je reviens vers vous d'abord, parce que là, je suis devant mon fichier, mais je ne vous ai rien montré. Donc, je partage l'écran. On va d'abord aller voir la pleine lune. Puis après, on reviendra vite fait sur la semaine. Donc, la pleine lune du 13 juillet. Donc là, nous sommes le 7, vous voyez, il est 18h. On va se mettre, on va regarder vers le sud, à 21h, à 22h. C'est là qu'il commence à faire nuit. Donc, le 7 à 22h, la lune est conjointe à Spica, voilà, le 7 au soir. Elle est en premier quartier. Je vais la grossir. Voilà, on voit bien qu'elle est en premier quartier, le 7 au soir, conjointe à Spica. Le lendemain, eh ben, alors on va la voir baisser en latitude, en déclinaison. Le lendemain, donc la voilà, le 8 au soir à 22h, elle est presque au sud, elle vient de passer sa culmination. Le 9 au soir, pardon, elle culmine à 22h, elle est de plus en plus grosse, n'est-ce pas? Elle est gibbeuse croissante entre le quartier, premier quartier et deuxième et pleine lune, elle est gibbeuse croissante, et nous la voyons là, tout près d'Antares, elle arrive sur la constellation du Scorpion, nous sommes le 9 juillet, donc le 9 juillet au soir, et bien évidemment, le lendemain, le 10 juillet, elle est conjointe à Antares, cette fois-ci, elle n'a pas encore culminé, puisque de jour en jour, elle se lève de plus en plus tard dans l'après-midi. Ah zut, j'ai de la visite, il va falloir que peut-être que je fasse une petite pause. Je continue pour l'instant. Le 11, eh bien, il est 22h, il ne fait pas encore tout à fait nuit, elle s'est levée il n'y a pas longtemps. Ça, c'est toujours Antares, vous voyez, pour le repère. Le 12, bah, elle se lève, je vais me centrer sur la Lune maintenant. Le 12 au soir, donc la veille du 13, de la pleine Lune, elle se lève à 21h08, donc 45 minutes avant le 45-50 minutes avant le coucher du soleil. Je coupe. Là, voilà donc la Lune le 12 au soir, 23h, devant la constellation du Sagittaire. Si ça veut bien afficher les constellations, Stellarium. Oui, voilà. Elle trône devant la constellation du Sagittaire, au beau milieu de la théière, sous la pointe du chapeau, n'est-ce pas? Hein, on dit que c'est une forme de théière, le Sagittaire. Donc, le 12, 23h, minuit, enfin 0h, 1h, elle culmine vers 1h, donc dans la nuit du 12 au 13, vous voyez, elle passe bien bas déjà.
Je crois qu'elle est, on va afficher sa hauteur. Elle culmine là à 17 degrés de hauteur. C'est là qu'elle culmine vraiment le plus bas. Vous voyez, elle n'est vraiment pas haute dans le ciel. Hein. C'est donc le 13 à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Elle est couchée. Donc, nous arrivons maintenant le 12 au soir. Le 13 au soir, pardon. Enfin, le 13 en fin de journée. Donc, on va guetter son lever. Mais là, elle va déjà se lever après le coucher du soleil. Vous voyez, au sud-est. Et elle se lève à 22h07, le soleil se couchant un peu avant 22h38 chez moi. Donc, se lève presque 35-40 minutes après le coucher du soleil. Tout ça parce qu'elle est en latitude, vous voyez. Alors, on va la faire avancer un peu parce que ça ne voit pas. Elle est en latitude écliptique sud, donc elle prend beaucoup de retard. Vous voyez, si elle se levait à la même heure, si elle se levait à la même heure en étant dans le plan de l'écliptique, si elle avait une latitude, et si elle était proche de son nœud, elle se lèverait là. Et si elle était en latitude nord, elle se lèverait là. Donc, elle a une course encore plus petite que le soleil d'hiver, du coup, puisqu'elle est en latitude sud. Donc, on va la suivre. Donc, on va guetter son lever. Donc, dans une nuit déjà noire, ce qui est très joli, un lever de pleine lune dans une nuit déjà sombre. Donc, au sud-est, elle se lève et elle va passer que 8 heures dans le ciel, puisque nous sommes encore dans les jours les plus longs et les nuits les plus courtes dans l'hémisphère nord. Donc, là, il est 23h24, c'est un peu bâtard en minutes. Alors, la voilà à 0 heure, à 1 heure, à 2 heures, elle culmine à peu près au milieu de la nuit, puisque nous sommes la nuit de la pleine lune. 3 heures, 4 heures, 5 heures, elle est conjointe à Pluton. Hein, je vais vous le montrer. Voilà, tiens. Voilà, Pluton est juste au-dessus. À 5 heures du matin, quand elle se couche, cette pleine lune, elle est conjointe à Pluton. Et voilà, elle se couche. Voilà, le 14, donc. Le 14 au matin. Donc, juste un peu après le lever du soleil. Voyons, il se lève à quelle heure le soleil? Le 14 juillet. Le soleil n'est pas encore levé. Voilà. Et il se lève à 6h19. Et donc, on a dit que la Lune se couchait à 6h49, un truc comme ça. Donc, une demi-heure après le lever du soleil, elle se couche, la Lune, le 14 juillet. On vérifiera ça en étudiant le thème tout à l'heure. Donc, revenons au reste de ce qu'il y a dans la nuit. Bien entendu, dans cette semaine, donc du 7, je reviens le 7, du 7 au 14, au 13 juillet, 14 au matin. On va toujours s'intéresser d'abord à ce qu'on voit en début de nuit. Donc, on aura le quartier de lune, on l'a un peu suivi déjà. Donc, conjointe à Spica pour le premier quartier, conjointe à Antares, on a dit c'est le jour, le 11. Le 11, elle est conjointe à Antares, donc dans le ciel du matin. Voilà pour les étoiles, et donc elle est devant la constellation du Sagittaire pour la pleine lune, et donc conjointe à Nunki, l'étoile du Sagittaire. Je reviens vers l'ouest, alors je montre Nunki, mais on l'a vu aussi conjointe à Pluton. Voilà, le soir, le 13 au soir, elle est conjointe à l'étoile Nunki. Là, je suis dans le matin. Je reviens en arrière. Et le 14 au matin, quand elle se couche, elle est conjointe à Pluton. À part ça, qu'est-ce qui se passe du côté du ciel du soir? Donc, en début de nuit, la Lune. Donc, en fin de nuit, les planètes. Je vais revenir quand même un petit peu plus. Je fais de la marche arrière dans la nuit. Voilà, voilà, voilà. Donc, 2 heures du mat. Les levées de planètes commencent maintenant avant minuit. Saturne. Donc, on va y aller avant minuit. Avant minuit. Ah, bah oui, maintenant, ça, alors, on va guetter le lever de Saturne. Alors là, il est que 23 heures. Donc, à 0 heure, Saturne est levé. Saturne se lève, et là encore, on n'est que le 7. Alors, je peux même aller au moment de la pleine lune, mais
Il y aura trop la lune dans le ciel, on les verra moins. Elle se lève à 23h36 le 7 et le 13, elle se lève à 23h12. Donc, vous voyez, elle se lève aux alentours de 23h30 maintenant, presque. Une demi-heure plus tard, il y a Neptune qui apparaît par là. Oh, pile dessus, j'ai de la chance. Neptune se lève aux alentours de 0h, n'est-ce pas? Ensuite, il y a Jupiter aux alentours de 0h30, si je ne m'abuse. Jupiter aux alentours de 1h, pardon, Neptune aux alentours de 0h30, Jupiter aux alentours de 1h, Mars aux alentours de 2h. Ensuite, il faut attendre un petit peu. Uranus, alors Uranus, ici, que Mars va rattraper le 2 août. Uranus, elle se lève maintenant aux alentours de 2h30. Et donc, il devient possible d'observer Neptune et Uranus encore cette semaine, puisque la Lune se couche avant la fin, enfin, sauf à la pleine Lune, où elle va se coucher au lever du Soleil. Elle se couche avant la fin de la nuit, donc les premiers jours de la période, jusqu'au 10 environ. On peut maintenant s'amuser avec un instrument à chercher Neptune et Uranus vers 4 heures du matin. C'est encore la nuit noire et elles ont pris suffisamment de hauteur, surtout Neptune. Et la petite dernière visible maintenant, c'est Vénus qui traîne de plus en plus quand même à se lever parce qu'elle a déjà passé son élongation maximale, donc elle sera conjointe au Soleil au mois d'octobre en conjonction supérieure, donc on va la voir de moins en moins dans le ciel du matin. Là, elle se lève toujours aux alentours de 4h20 et le Soleil donc commence à se lever de plus en plus tard, se lève 1h45 avant le lever du Soleil. Et donc Mercure, on ne la voit plus, car elle se rapproche dangereusement du Soleil. J'enlève le sol pour que vous voyez où elle est, voilà, le 14. Donc elle va même être dans le champ du coronographe Lascaux C3. Le coronographe Lascaux C3, on peut peut-être aller y faire un petit tour. Elle n'y est pas encore. Elle y sera du 10 au 18, au 24 juillet. Voilà, du 10 au 24 juillet, donc Mercure ne sera pas du tout visible dans le ciel puisqu'elle sera devant le Soleil. C'est sa conjonction. Ah non, c'est sa conjonction supérieure. Attendez, je recherche. C'est sa conjonction supérieure, donc sera pleine Mercure. Elle sera derrière le Soleil. Mais on la voit dans le champ du coronographe puisqu'elle n'est pas pile derrière le Soleil. Elle est en latitude nord maintenant et elle monte. Voilà pour Mercure. Donc voilà, plus de Mercure dans le ciel, mais vous pouvez vous amuser. Vous trouverez dans l'article le lien pour aller voir le champ du coronographe Lascaux C3. Mais enfin, on peut y aller si vous voulez. Dans l'article précédent, il y a toujours le lien. L'article pour cette semaine sera en ligne ce soir ou demain. Voilà, donc nous allons dans le champ du coronographe Lascaux C3. Et du coup, on va voir ce qu'il y a en ce moment. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet, au moment où nous enregistrons. Et donc, en ce moment, le 6 juillet, pour mémoire, nous avons, je vais vous chercher ça, avec le calendrier de la semaine dernière, puisque maintenant nous y sommes. Donc, nous avons en ce moment que l'AMA M35, donc ce sera peut-être pas le plus. Ah non, il en sort le 1er juillet en plus. Ah, j'ai dû me tromper dans le truc de la semaine dernière. Ouais, j'ai oublié de mettre à jour. Bon, mais ben voilà. Alors, voyons ce qu'on voit. Donc, eh bien, des fois, c'est facile, enfin, c'est net quand on sait. Par exemple, il y a Mercure, on la reconnaît quand elle passe dans le champ du coronographe. Donc, le Soleil est occulté par un disque, ce qui permet de voir tout ce qu'il y a autour. Et donc, là, en ce moment, il n'y a pas longtemps, évidemment, le Soleil est devant la constellation des Gémeaux. Donc, on a les objets, différents objets, étoiles de la constellation des Gémeaux qui défilent dans ce champ. Mais c'est un petit jeu, c'est un sacré petit jeu à repérer, à retrouver les formes des constellations et des étoiles. Et ça se fait. C'est assez amusant. Bref, alors je reviens vers nous là.
22 minutes. Donc, on a vu le ciel du matin, le lever des planètes, qui sont donc, je reviens sur Stellarium, les planètes qui sont donc, en termes de constellation, donc Vénus, elle est bien devant la constellation du Taureau, là, vous voyez, Uranus devant le Bélier, ainsi que Mars qui vient de la rattraper. Jupiter est dans la constellation des Poissons et Saturne, celle du Capricorne. Tiens, regardons d'un peu plus près Saturne, qui passe, vous voyez, tout près de cette étoile. Alors ça, c'est donc la constellation du Capricorne. Vous voyez cette étoile? C'est Deneb El-Jedi, ça veut dire la queue de la chèvre, la queue du Capricorne. Et donc, Saturne est juste conjointe à l'étoile. C'est donc quel jour de la semaine? Exactement le 10 juillet. Alors, elle est déjà passée, parce que là, en ce moment, le mouvement de Saturne est rétrograde de jour en jour. Voilà. Elle va en arrière. Et donc, avant, elle est déjà passée devant, avant de prendre son mouvement rétrograde, elle est déjà passée devant l'étoile. C'était le 28 avril. Je vais peut-être pas voilà. Grosso modo, voilà, nous sommes le 4 mars. 28 avril, Saturne était conjointe à Deneb El-Jedi. Elle avance. Ensuite, elle se met à reculer depuis début juin. Elle recule, elle est reconjointe à l'étoile, donc ce 10 juillet, et après, elle va continuer sa rétrogradation. Elle va loin en arrière devant la constellation du Capricorne. Je suis obligé d'enlever le sol. Vous voyez, elle recule, et après, bon, ben, du coup, là, elle reprend son mouvement direct. Nous serons le 20 septembre. Ah non, elle recule encore. Elle recule. Et voilà, c'est plutôt là. Le 29 octobre, oui, fin octobre, elle reprend son mouvement direct et sera à nouveau conjointe à l'étoile début janvier 2023. Voilà, donc cette étoile de les constellations du Capricorne, qui est facile à voir quand même. Hein. Donc revenons à l'époque actuelle. De mois au mois, le 7. Ben, voilà, elle permet de bien identifier la constellation et de bien repérer la rétrogradation de Saturne. Donc, on va pouvoir apprécier de jour en jour. De jour en jour, on voit le décalage de Saturne par rapport à l'étoile. Voilà, donc des étoiles filantes, les Piscis austrinides, les Alpha Capricornides, les Aquarides. Il y a dans le ciel du matin, mais comme il y a grosse lune, on ne verra pas beaucoup d'étoiles filantes. Voilà pour le ciel. Je passe aux autres événements, donc avec le fichier récapitulatif, la fiche récapitulative. Donc ça, c'était la semaine dernière, c'est pas le bon, mais voilà le bon. Donc c'est une semaine courte, hein, puisque la Lune est au périgée de 13. Et donc, on se retrouve donc la pleine lune le mercredi 13, qui fait que la semaine prochaine, notre bulletin aura lieu mardi 12. Voilà, mardi 12, on fera le bulletin astronomique et nos 2 vidéos et les commentaires astrologiques. Donc, les événements de la Lune, je résume d'abord la Lune. Elle est donc, si tu peux éviter les bruitages, Christophe, merci, et te mettre au milieu de l'écran, ce sera plus sympathique. Sinon, tu peux aussi couper ta vidéo et ton son, hein, si tu dois faire des trucs. Ça ne t'empêche pas d'écouter et de remettre quand tu es dispo. Donc, la Lune conjointe, premier quartier, jeudi 7 à 4h13. Elle est donc dans le 15e degré du signe de la Balance, la Lune et le Soleil du Cancer. Jeudi 7, jour du premier quartier, à 20h50, elle est conjointe à Spica. Elle entre dans le signe du Scorpion vendredi 8 à 7h14. Elle passe à son descendant samedi 9 à 19h27. Elle entre dans le signe du Sagittaire dimanche 10 à 10h34. Elle sort des limites zodiacales lundi 11 à 1h51. Elle est conjointe à Antares lundi 11 à 3h06. Donc, notre pleine lune est hors limite zodiacale. Hein.
Elle entre dans le signe du Capricorne mardi 12 à 11h01. Elle atteint sa déclinaison minimale, donc sud, hors limite zodiacale sud, mardi 12 à 23h17. Elle est bien bas. Donc, à partir de là, elle remonte en déclinaison. Elle est conjointe à Nunki le mercredi 13 à 7h02 et au Périgée, mercredi 13 à 11h05, donc au plus près de la Terre, 357 264 km seulement, soit 56,01 rayons terrestres. Et elle sera à l'apogée le 26 juillet. Et donc, c'est la pleine lune, mercredi 13 à 20h37. Du côté des planètes, quel changement? D'abord en géocentrique, Mars arrive devant la constellation du Bélier. Elle vient d'entrer dans le signe du Taureau. Elle est en 3e degré du signe du Taureau. Ensuite, Mercure fait pas mal d'événements. Dimanche 10, elle est à sa déclinaison maximale nord, hors limite zodiacale, légèrement, pas beaucoup. Hors limite zodiacale nord du 6 juillet au 14 juillet. Elle rentre dans les limites le 14 juillet à 0h30. Elle est conjointe en Antares, donc la Lune, Ah non, c'est fait la Lune, pardon. On était à Mercure, oui. Mercure. Ensuite, elle est à son périhélie, Mercure, donc au plus près du Soleil. Et voilà, c'est tout en géocentrique, mais en héliocentrique, elle fait plein de trucs pendant ce temps. Elle entre dans le signe des Gémeaux, donc vendredi 8 à 5h02, et elle est au périhélie dimanche 10 à 23h42. Elle va très vite, donc elle arrive ensuite dans le signe du Cancer, mardi 12 à 23h57. Et également en héliocentrique, nous avons Vénus conjointe à Uranus pour la pleine lune à 15h11, mercredi 13. Voilà les événements de la semaine. Alors, j'espère avoir peut-être le temps, mais ce n'est pas dit. Aussi, on va regarder les news. Voilà, je voulais partager un peu les news avec vous. Donc, je reviens vers toi, Christophe, et vers vous, chers auditeurs ultérieurs. Nous allons donc parler un petit peu des nouvelles, parce que la petite revue de presse de l'actualité astronautique, spatiale, des découvertes, etc., ça nous en dit toujours long sur l'état du monde. Alors, allons-y. Quelles sont les news? Donc, je les partage avec vous. On ira peut-être sur certaines pages. Je vais partager peut-être quelques images. Alors, voilà, ça vient, ça vient, ça vient. Voilà. Alors, on a... Ah ben voilà, je vais partager un peu ces images. Coucher de soleil. Alors, nous avons un coucher de soleil depuis l'ISS. Ah, je vais les trouver là. Donc, je repartage. Mon écran. Je reviens vers toi. Tac. Partager l'écran. Allons-y. Donc, je partage ces images. Et je mets la référence de la dernière lettre d'info de l'IMCCE pour juillet et août avec des titres fort intéressants. Donc là, voilà, par exemple, ici, il nous envoie, il y a un article sur la ceinture de Vénus. Donc, ça nous explique, c'est en train de venir l'image. Je n'allais même pas afficher sur mon écran. Il y a une très belle explication avec un très beau schéma de ce qu'on appelle la ceinture de Vénus. Est-ce que tu vois l'image, Christophe? Oui. Nickel. Donc, c'est cette bande rosée qu'on observe à l'opposé du Soleil une fois qu'il est couché, mais pas trop longtemps après. Et voilà, ça fait une bande rosée dans le ciel. Ça passe de... Et on appelle ça la ceinture de Vénus. C'est une projection dans l'ombre de la Terre des rayons du Soleil rasants. Le Soleil qui est sous l'horizon, il éclaire un peu d'atmosphère encore au-dessus. Voilà, c'est ça, ce phénomène de la ceinture de Vénus. Après, je vous ai publié ce coucher de soleil depuis l'ISS.
prise en juin. Depuis l'ISS, il y a 16 levées de soleil par jour, par 24 heures, dirons-nous, parce qu'il faut le tour de la Terre en 1 heure et demie. Donc, ça, c'est Vénus occultée par la Lune, vue depuis la Réunion, c'était le 27 mai. Donc, depuis l'observatoire des MAC à la Réunion. Nous, ce n'était pas visible en métropole. Tu ne vois pas l'image, là? Non, c'est l'ancienne, là. Ah, ça met du temps. Tu as l'image, là, de Vénus qui disparaît derrière la Lune? J'ai toujours l'image de... Non, j'ai l'image observateur Vénus non visible, là. Ceinture de Vénus. Ah, encore là-dessus? Oh mince. Bon, bah alors, c'est pas la peine que je m'éternise. Bon, alors, j'arrête ce partage. Ah, là, maintenant, ah bah non, j'arrête pas. Et là, est-ce que tu vois ce nouveau truc-là? Ce parcours de la Lune et des planètes au cours du mois de juillet. C'est ça, on trouve ça sur le site, la lettre d'info de l'IMCCE. Je l'ai publié dans l'article. Donc, on voit l'avancée ou le recul des planètes. Saturne recule, Jupiter ne recule pas encore. Ah si, elle recule déjà. Neptune recule et Saturne recule. Ça veut dire qu'elles sont rétrogrades. J'arrête le partage, si tu ne vois pas, ce n'est pas la peine. Oui. On va aller les commenter directement, les dernières news. Donc, ils ont fait des expériences avec le feu dans l'espace. On se rend compte vraiment aussi que c'est vraiment un grave préjudice pour le voyage spatial. Les astronautes récupèrent mal de la perte osseuse subie pendant leur séjour en apesanteur. C'est un réel problème et on n'a pas trouvé de solution. Ensuite, on entend dire que la propagande, moi je mets ça entre guillemets, des astronautes russes contre l'Ukraine sur la station internationale, s'appelle pas ça de la propagande. Ils disent que la Russie a retrouvé le Donbass, enfin, accorde, je sais pas, le statut, mais enfin, libérer le Donbass, évidemment, je peux mettre entre guillemets aussi, et les deux territoires russes C'est très possible. en enclène. Donc, les astronautes russes en témoignent dans l'ISS, et là, les autres n'aiment pas ça. Bon, ils appellent ça de la propagande, ils ne voient pas la leur. Et du coup, un projet de navette stoppé trop tôt. Ensuite, au sujet de la Lune, la Chine est bien sûr accusée par la NASA de vouloir prendre le contrôle de la Lune, ce que la Chine dément. Mais dès qu'on marche quelque part, on marche sur leur basket. Les Américains, ils ont les pieds trop grands. Sur pas de bande. Et parce que la Chine n'a pas l'intention de faire de la Lune sa possession. Et je pense que les Américains davantage. Enfin, on verra bien. En tout cas, ce serait bien que ça se passe, ça commence dans un bon état d'esprit. Nous avons ensuite, je regarde combien il nous reste de temps, 1 minute 24. L'ESA qui dévoile sa feuille de route pour les 10 prochaines années pour l'exploration de la Lune. Et on en a parlé déjà la semaine dernière, un petit satellite de la NASA qui se dirige vers la Lune pour tester l'orbite de la future station lunaire. Donc ça, c'est une orbite très, très ovale, où il y a des détails dans l'article de la semaine dernière. Ensuite, Persévérance sur Mars, le rover Persévérance de la NASA a enduré des forts vents qui ont endommagé un de ses capteurs, et un vent qui a surpris tout le monde. Ensuite, pour l'anecdote, des anciens de SpaceX réinventent la pizza avec un camion ultra high-tech, tout en intelligence artificielle, avec dans le concept de travail de SpaceX. C'est assez marrant à lire. Ça sort un peu de l'astronautique, mais enfin, c'est des gens qui en sortent justement et qui réappliquent ça dans un autre domaine, il faut voir. Et donc, le télescope spatial James Webb, la NASA annonce sa première image la plus profonde de l'univers pour le 12 juillet. Et puis, on apprend que le LHC, le grand accélérateur de particules, reprend après 3 années de réglages mis au